Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire proposé par l'Observatoire SMACL des risques de la vie territoriale. Je suis Valérie Cardon et j'aurai le plaisir de vous accompagner tout au long de cet événement. Après une brève séquence introductive, nous traverserons 3 séquences. Une première qui concernera les dernières données du baromètre de l'Observatoire SMACL et avec en primeur quelques données qui seront publiques à partir du mois de septembre. Une deuxième séquence sera axée sur la loi du 22 décembre 2025 qui porte sur le statut de l'élu, mais qui porte aussi des articles sur la prévention du conflit d'intérêts qui nous rassemblent aujourd'hui. Nous en verrons les lignes principales et les enseignements qu'on peut en tirer. Et enfin, nous aurons une séquence de conseils pratiques, de bonnes pratiques à mettre en place, en œuvre dans vos territoires, des conseils efficaces, opérationnels, pour vous faciliter la tâche à l'issue de ce webinaire. Je dois vous dire aussi qu'il y aura une séance de questions-réponses, donc n'hésitez pas tout au long de ce webinaire à poser vos questions dans le fil qui est disponible, je crois, dès maintenant. Et nos intervenants répondront à ces questions à la fin de notre séquence. Pour commencer, avant d'entrer dans le cœur de notre webinaire, je me tourne vers vous, Élodie Blaquière, bonjour. Bonjour Merci Valérie. d'être avec nous. Vous êtes administratrice de SMACL Assurance, vice-présidente depuis quelques jours, et vous dirigez l'association départementale des maires de l'Hérault. Est-ce que j'ai tout dit ? Presque. J'ai encore une casquette. En effet, depuis presque 3 mois, que je fêterai demain, je suis également élue première adjointe d'une commune rurale de l'Hérault. Félicitations, tout cela vous concerne donc totalement. Comment abordez-vous l'heure et demie qui va arriver ? Quelle ambition vous portez pour ce webinaire ? Alors, être élu local ou agent territorial, c'est d'abord exercer une responsabilité profondément humaine. Agir chaque jour au service de l'intérêt général, dans la proximité, souvent dans l'urgence, mais surtout et toujours avec sincérité. Mais c'est aussi évoluer dans un environnement juridique qui se transforme, se complexifie et peut parfois dérouter. Je ne sais pas si des sujets peuvent échapper au risque de conflit d'intérêts, on le découvrira dans cette séquence, mais je peux dire avec certitude que celui des chantiers publics, par exemple, n'y échappe pas du tout. La déontologie et la probité ne sont pas théoriques, mais elles ne sont pas toujours faciles à appliquer. L'exercice d'un mandat est passionnant, dans le sens où nous servons à l'intérêt général, et ce serait dommage, à mon sens, de se sentir freiné par peur d'enfreindre des règles dont nous ne maîtrisons absolument pas le contour, ou des règles dont le contour n'est pas clair, car il faut se le dire, cela arrive aussi. Pour répondre à votre question, j'attends alors de ce webinaire un état des lieux du risque juridique qui nous entoure, en tant qu'élus locaux, mais aussi une méthodologie, ou du moins une proposition de démarche qui nous permettrait d'être un peu plus à l'aise dans nos missions et fonctions. Merci. Je me réjouis par avance de partager ces échanges avec les contributeurs du guide d'application de la charte de l'élu local que l'Observatoire SMACL vient de rééditer. La charte de l'élu constitue un outil réglementaire intéressant, mais ce guide porté par l'Observatoire permet de bien s'approprier toutes les notions et imbrications que la charte recouvre. J'aurai l'occasion d'en reparler au cours de notre webinaire. On voit justement la couverture à l'écran. Merci Élodie pour cette introduction. Pour ce webinaire, vous serez accompagné de 3 intervenants qui ont pleinement contribué au contenu de ce document. Isabelle Gégouzeau, directrice de l'Agence française anticorruption. Bonjour. Bonjour Isabelle. Pierre Villeneuve, vous êtes avocat au barreau et avocat au cabinet Goutal, Alibert et Associés. Bonjour Pierre à tous. Villeneuve. Luc Brunet, vous êtes responsable de l'Observatoire SMACL des risques de la vie territoriale. Bonjour Luc. Bonjour Valérie, bonjour à toutes et à tous. Isabelle Gégouzeau, pour rebondir sur ce que je demandais à Élodie, que peut-on attendre de ce webinaire quand on est directrice de l'AFA ? Avec quelle ambition et quel apport venez-vous ? Alors d'abord, merci d'organiser ce webinaire. Je crois que c'est très important. On a de nouvelles équipes municipales qui sont en train de s'installer, de nouveaux maires, de nouveaux élus, de nouveaux agents aussi quelquefois. Et c'est important de mettre ce sujet de la probité très vite à l'agenda. Alors peut-être dire ce qu'est l'AFA, l'Agence française anticorruption.
nous avons 10 ans cette année, puisque nous avons été créés par la loi Sapin II, qui était une loi du 9 décembre 2016. Et notre vocation est véritablement une vocation d'aide. Et c'est ce que dit la loi. Nous sommes là pour aider les acteurs publics et les acteurs économiques à prévenir et détecter les atteintes à la probité. Alors, ça veut dire que nous sommes très directement des partenaires des collectivités territoriales pour la mise en place de dispositifs qui vont prévenir les atteintes à la probité. Alors, quand on dit à l'atteinte à la probité, on parle souvent de corruption. Je crois qu'il faut préciser un peu de quoi on parle. En fait, ce sont 6 infractions, et on va en reparler, je pense, pendant ce webinaire. La corruption, alors, surtout pour les agents territoriaux et les élus, la corruption passive, c'est-à-dire le fait qu'on va vous proposer quelque chose en contrepartie d'un service que vous ne devriez pas rendre si vous faites correctement votre travail d'élu ou d'agent, le trafic d'influence, la prise illégale d'intérêt, le favoritisme, qui est une infraction liée au marché public, le détournement de fonds publics, c'est aussi une infraction qui est quand même très répandue. Ça veut dire utiliser l'argent public pour soi et non pas dans l'intérêt collectif. Et puis la concussion, qui est une infraction un petit peu moins fréquente, mais qui est le fait de ne pas récolter l'argent que l'on devrait collecter, pour être simple. Alors, qu'est-ce qu'on fait à la FA pour prévenir la corruption? D'abord, mieux vaut prévenir que guérir. Et c'est peut-être tout l'objet de nos débats ce matin. Donc, faire en sorte que ça n'arrive pas. Et donc se protéger. Et je crois que c'est peut-être un des messages les plus importants. Prévenir les atteintes à la probité, c'est d'abord se protéger pour éviter d'être confronté à de vraies difficultés. D'abord, le juge pénal. Et on verra que les affaires pénales en matière d'atteinte à la probité sont quand même pas si nombreuses, mais suffisamment pour avoir un retentissement très fort. Et être confronté au juge pénal, c'est jamais bien. Et puis, indépendamment des poursuites pénales, vous avez aussi un risque réputationnel. Être impliqué dans une affaire de corruption, c'est évidemment très, très infamant. Et donc, là aussi, il faut se protéger. Puis, je dirais, peut-être de manière un petit peu plus large, lutter contre les atteintes à la probité, c'est renforcer la confiance dans l'action publique. On entend souvent que les élus, les pouvoirs publics sont décriés. Et la probité, c'est peut-être la première exigence que l'on peut avoir à leur égard. Donc, être très vigilant sur ces sujets, c'est renforcer la confiance dans l'action publique et dans la démocratie locale en l'espèce, mais globalement dans la démocratie. Ça, c'est un peu notre travail à l'AFA. Alors, ça concerne qui ? Tout le monde. Tout le monde, c'est-à-dire évidemment tous les citoyens, mais si on s'adresse plus particulièrement à nos interlocuteurs d'aujourd'hui, toutes les collectivités territoriales, quelle que soit leur taille, mais aussi les établissements publics locaux, qui sont directement aussi concernés sur ces sujets de probité. Alors, comment est-ce que nous, à l'AFA, nous pouvons aider, puisque c'est notre mission? Alors, on a plusieurs façons d'intervenir. D'abord, on a tout un travail de conseil et d'appui que nous menons en proposant toute une série d'outils pour faire en sorte que ça n'arrive pas. Et donc, nous avons écrit des recommandations. Tout ça est sur notre site internet et je vous incite, et j'incite vos auditeurs à aller le voir, puisque nous avons véritablement beaucoup d'outils. Nous avons fait des recommandations sur comment une commune peut mettre en place un certain nombre de choses pour que ça n'arrive pas. Savoir où sont ses risques,
mettre en place un certain nombre de formations. On en reparlera beaucoup, je crois, pendant ce webinaire. Avoir un code de conduite, s'assurer qu'on a un déontologue. Toute une série de choses qu'il faut mettre en place. Et nous sommes là pour... nous avons un certain nombre d'outils pour cela. Par exemple, on a produit un guide qu'on a produit avec l'AMF pour les élus du bloc communal. Et ce guide, d'ailleurs, on a aussi travaillé avec la SMAC sur la charte de l'élu local. Mais ce guide a des conseils très pratiques et très opérationnels sur ce sujet. On a des petits outils, on a des outils de formation. Puisque nous travaillons avec le CNFPT, nous travaillons avec Mairie 2000 pour produire des MOOC, donc des outils de formation. Et là encore, je crois qu'on en reparlera et tout ça est bien sûr accessible. Et donc, et puis nous pouvons intervenir, on peut faire appel à nous pour faire des formations et nous sommes heureux d'y répondre. Donc tout ce travail d'appui, mais nous avons aussi un travail de contrôle. C'est-à-dire que nous sommes aussi une agence qui fait des contrôles et le législateur nous autorise à aller contrôler l'ensemble des acteurs publics. Et depuis que l'AFA existe, nous avons fait en tout un peu plus de 300 contrôles. Et si on prend les collectivités territoriales, un petit peu plus de 60. Alors nous avons contrôlé par exemple toutes les régions. Nous avons contrôlé toutes les métropoles, un certain nombre de départements. Et d'ailleurs, notre intention dans quelques temps est d'aller voir les communes aussi. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un contrôle de l'AFA ? Un contrôle de l'AFA, si on vient vous contrôler, c'est pas parce qu'il y a de la corruption, mais c'est peut-être parce qu'il y a des risques. Et notre contrôle ne va pas être là pour faire une enquête, c'est pas notre travail, mais notre contrôle, il est là pour vérifier que tout a été mis en place pour que ça n'arrive pas. Et donc, c'est vraiment un contrôle de type préventif. Et puis, donc, ça, c'est des choses que nous pouvons faire. Peut-être dernier point, nous avons aussi une mission nous pouvons recueillir les signalements. C'est-à-dire nous sommes autorité externe de recueil des signalements. Donc, à l'AFA, on peut envoyer des signalements sur il se passe quelque chose, j'ai découvert des faits et voilà, je les signale. Alors évidemment, ce signalement à l'AFA ne doit venir qu'après les signalements internes, puisqu'il y a des possibilités de faire des signalements internes qui sont organisés, mais nous sommes aussi autorité externe de signalement. Voilà. Merci Isabelle pour ce tour d'horizon et joyeux anniversaire à l'AFA. Pierre Vinal, Isabelle Gégouzeau parlaient d'une action publique qui donne confiance, une action publique sécurisée. C'est dans ce but que vous accompagnez les collectivités aussi ? C'est dans ce but qu'on accompagne les collectivités. On a souvent l'image de l'avocat pour le contentieux, c'est exact, mais c'est aussi sur le conseil et sur la prévention. Et je souscris absolument à tout ce qui a été dit. Je rajouterai un élément, au-delà du risque pénal et du risque réputationnel, c'est aussi le risque disciplinaire. Alors, c'est moins traumatisant que le juge pénal, mais ça viendra s'ajouter à la sanction pénale. Et le risque disciplinaire peut aller jusqu'à la révocation de l'agent, ce qui veut dire mettre fin à une carrière de fonctionnaire ou d'agent public. Ce n'est pas à sous-estimer, et on voit des conseils de discipline être très attentifs, notamment à sanctionner sévèrement des atteintes à la probité. Et la prévention est intimement liée aussi à cette mission de conseil que peuvent avoir les avocats pour les collectivités, pour les établissements publics, sur les atteintes à la probité. Et je rajouterai un élément, parler de la corruption, ça ne la fait pas arriver. Ce qui fait arriver la corruption, c'est penser qu'on n'est jamais à risque. C'est penser qu'on peut avoir le même mode de fonctionnement aujourd'hui qu'il y a 25 ans. Le cadre juridique a évolué, le regard aussi des citoyens a évolué, et puis les outils de contrôle ont évolué, autant d'éléments qui font que ça justifie de pouvoir avoir ce webinaire auquel je suis très heureux de participer. Merci Pierre Villeneuve. Luc, on poursuit ce tour de table avec une présentation de l'Observatoire peut-être et de votre ambition pour cette journée. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, merci. Effectivement, joyeux anniversaire à l'AFA, donc, qui fête cette année ses 10 ans, qui a pris la succession du service central de prévention de la corruption avec lequel on travaillait déjà. Et donc l'Observatoire va fêter dans 2 ans ses 30 ans. Et la mission première de l'Observatoire, c'est lorsque la SMAC a lancé ses produits sécurité élus, sécurité fonctionnaires territoriaux à destination des acteurs publics locaux. On n'avait pas de chiffres sur le nombre d'élus et de fonctionnaires qui étaient concernés. Donc on naviguait un peu à l'aveugle.
Et d'où l'idée de créer cet observatoire en partenariat avec 15 associations d'élus de fonctionnaires territoriaux, avec pour objectif premier de fournir des statistiques. Donc je fais un peu de teasing pour tout à l'heure où je présenterai les derniers chiffres de l'Observatoire. Donc ça a été la première mission. Et puis, le maître mot de ce matin, je pense que ça va être le mot prévention. Donc là aussi, on essaye d'apporter notre petite pierre à l'édifice avec un site internet où on publie des jurisprudences. On fait des résumés, notamment de la décision de justice pénale tous les mois. Donc ça demande un peu de travail parce que oui, il y a de la matière, mais ce n'est pas pour faire peur. C'est vraiment dans l'esprit de sensibiliser pour que, on va le voir, ce qui arrive dans une commune n'arrive pas dans une autre. Et donc essayer de dégager des éléments de prévention de ces décisions. Et parallèlement à cela, on organise aussi chaque année un colloque sur une thématique juridique intéressant les collectivités territoriales. Donc le prochain aura lieu le 10 mars 2027. Vous pouvez déjà retenir la date sur votre agenda. Et puis pour compléter tout cela, on sait que rien n'est plus dangereux que d'être coupé des réalités du terrain. Et donc il est très important d'être en contact avec les élus. Et d'où notre sensibilisation. Là, en ce moment, je fais un peu le tour de France avec les universités des maires organisées par Mairie 2000. Mais c'est très important, effectivement, en début de mandat, de sensibiliser les élus. J'étais dans l'Hérault il n'y a pas si longtemps que ça, mais pas que. Lundi, j'étais dans le Cantal. Voilà, c'est très important parce qu'on va le voir. Là, on n'est pas là pour, ce matin, parler des élus qui piquent dans la caisse. On est là pour parler de ceux qui sont de bonne foi et qui sont les plus nombreux, qui veulent s'investir pour l'intérêt général, qui sacrifient leur vie de famille, qui donnent du temps à la chose publique, qui, pour ceux qui sont en activité, jonglent avec leur activité professionnelle et qui, malgré tout, peuvent se placer en porte-à-faux parce qu'ils ne font pas gaffe. Il y a des réflexes à avoir et l'ambition de ce webinaire, c'est justement de les sensibiliser et de leur donner des clés opérationnelles pour qu'ils puissent effectivement repartir avec de bonnes bases. Voilà. Merci Luc. J'aurai l'occasion de le redire tout à l'heure, mais les participants, vous allez recevoir évidemment toutes les références qui sont citées. Vous recevrez un email avec les liens pour consulter ces guides et les différents acteurs qui vous accompagnent. Nous allons rester avec vous pour une présentation du baromètre du risque pénal. Luc, pouvez-vous partager les éléments majeurs de la dernière fournée des statistiques tenues et analysées par l'Observatoire ? Oui, tout à fait. Donc, il y a un graphique qui va s'afficher avec les derniers chiffres, effectivement, qui seront rendus publics au mois de septembre dans notre rapport annuel, avec malheureusement une tendance que nous avions déjà devinée, pressentie l'année dernière et qui se confirme, c'est-à-dire que la mandature 2020-2026 est celle de tous les records, avec effectivement plus de 2500 élus locaux qui auront été mis en cause au cours de cette mandature. Alors il s'agit encore d'estimations, ces chiffres vont être consolidés. Compte tenu de notre méthode de recensement, parce qu'on prend en compte l'année de mise en cause et non pas l'année du jugement, pour que nos chiffres soient consolidés, il faut attendre 6 ans. Donc là, on a une vision, pour vous donner... pour être plus clair, la mandature 2014-2020, voilà, on a à peu près stabilisé et c'était déjà un record avec plus de 2100 élus mis en cause. Là, sur la mandature 2020-2026, nous estimons que ce seront plus de 2500 élus locaux, soit une progression de 16% par rapport à la précédente mandature qui était déjà une mandature record. En moyenne, un chiffre qui peut être clé, c'est un élu chaque jour qui est mis en cause pénalement. Toute infraction confondue. Là, je ne parle pas uniquement des manquements au devoir de probité. Donc c'est vrai que ça peut interpeller. Pour autant, il faut replacer ça aussi au sens large avec le nombre d'élus locaux qui existent en France. Donc à peu près 500 000 élus locaux. Si vous faites un ratio, ça vous donne un taux qui est inférieur à 0,5%
100%. Donc il faut aussi prendre du recul. On est très loin du fameux tous pourris, surtout que là, on parle toute infraction confondue. Et le deuxième motif de mise en cause des élus, c'est la diffamation. Donc c'est un contentieux qui, je ne vais pas dire que ce n'est pas important, mais ce n'est pas du même registre que les manquements au devoir de probité qui vont nous occuper ce matin. D'autre part, un point sur lequel je voulais insister, c'est nous parlons de poursuite au sens large, c'est-à-dire dès lors qu'il y a un dépôt de plainte. Et donc c'est vraiment, nos chiffres sont plus larges que si on s'attachait uniquement chaque fois qu'il y a une procédure pénale qui est officiellement déclenchée, parce qu'un dépôt de plainte, ça peut vite arriver. Et autre élément méthodologique, c'est que notre principale source d'information, ce sont les articles de presse. Ce qui veut dire aussi qu'il peut y avoir des trous dans la raquette. Donc voilà. Et donc c'est intéressant aussi d'avoir le complément de l'AFA, puisque eux, l'AFA, vous travaillez plus directement sur la matière première, qui sont les décisions de justice. Donc voilà, ça permet de croiser les regards et c'est toujours intéressant. Autre élément qui est important, vous voyez sur le graphique qui vous a été présenté, c'est qu'il y a une différence entre... On le revoit à l'écran. On le revoit, voilà, entre les bleus, ce qui est en bleu, c'est les poursuites, et ce qui est en orange, les condamnations. Et vous voyez qu'il y a un delta qui est important. On va voir que ça sera pareil pour les fonctionnaires territoriaux. En fait, plus de 63% des procédures se soldent par une décision qui est favorable à l'élu. Ce n'est pas parce qu'on est poursuivi qu'au tout bout, on est condamné. Donc, il y a cet aspect-là à prendre en compte. Pour autant, une procédure pénale, même si elle se solde favorablement, ce n'est pas une partie de plaisir. Ça peut faire des dégâts. En général, ça s'accompagne d'articles de presse. Alors pour nous, c'est bien parce que ça permet de les recenser plus facilement. Pour les élus concernés, c'est moins agréable. Et donc, d'où l'intérêt effectivement de ce webinaire ce matin, de sensibiliser à ces questions pour éviter de venir gonfler nos statistiques. C'est mieux. C'est vrai ce ne sera pas le cœur de notre sujet, mais à l'épreuve judiciaire s'ajoute l'épreuve psychologique qui n'est pas non plus neutre. Pour les agents, est-ce qu'on est sur les mêmes tendances, Luc ? Le deuxième graphique va effectivement répondre à cette question, et la réponse est oui, puisque nous sommes dans le même pourcentage de progression. J'ai dit 16% pour les élus, c'est 14% pour les fonctionnaires territoriaux, donc vous voyez que c'est similaire. Par contre, en valeur absolue, on constate que les fonctionnaires territoriaux sont 2 fois moins exposés que ne le sont les élus locaux. Puisque, selon nos chiffres, notre estimation, là aussi, et ça reste une estimation qui reste à consolider, un peu plus de 1250 fonctionnaires territoriaux qui ont été poursuivis au cours de la mandature précédente. Alors attention à ces chiffres, parce que comme je l'ai expliqué tout à l'heure, nos chiffres sont dépendants des articles de presse. Et les affaires qui concernent les fonctionnaires territoriaux sont peut-être moins médiatisées que ne le sont celles des élus locaux. Donc il y a plus d'angles morts, sans doute, par rapport aux fonctionnaires territoriaux. Donc ce qui peut aussi expliquer cette différence. Il y a une autre explication aussi, c'est que les fonctionnaires territoriaux ne sont pas exposés, comme le sont les élus, au contentieux de la diffamation. J'ai dit que le contentieux de la diffamation, c'était un contentieux qui était le deuxième motif de mise en cause des élus. Donc c'est un contentieux qui est important pour les élus locaux. C'est un contentieux qui est par nature politique. Et les fonctionnaires territoriaux, eux, sont moins exposés à ce type de contentieux, donc ça peut aussi expliquer. Rappelons que les fonctionnaires territoriaux, c'est 2 millions, à peu près. Donc si on fait un ratio, vous voyez, ils sont beaucoup moins exposés que ne le sont les élus locaux, avec cependant les réserves que j'ai exprimées tout à l'heure. Mais là aussi... si on peut éviter de venir gonfler nos chiffres, c'est mieux. C'est mieux. Il y en a moins, mais ils existent. Voilà. On va revenir sur le sujet qui nous rassemble aujourd'hui et les inconditionnels des travaux de l'Observatoire. Savent que tout ce que vous venez de dire confirme plusieurs années, plusieurs éditions de rapports annuels. Au niveau du manquement, au démanquement même, au devoir de probité, que peut-on en dire ? Alors sur les manquements au devoir de probité, effectivement, nos chiffres, là aussi, ça va être le 3e graphique qui va vous être présenté, montrent qu'on est encore en une progression s'agissant des élus locaux, de l'ordre de 20%. Là aussi, il s'agit d'une estimation qui mérite d'être consolidée, mais nous estimons que sur la mandature 2020-2026, ce sont plus de 1000 élus locaux qui auront été mis en cause pour des manquements au devoir de probité.
Alors, manquement de devoir de probité, ce sont les infractions qu'a citées tout à l'heure Isabelle. Donc, ce sont les articles 432-10 et suivants du Code pénal. Petite précision méthodologique importante quand même pour nous, c'est que nous ne nous arrêtons pas à ces infractions-là qui sont classées dans le Code pénal comme étant estampillées comme manquement de devoir de probité. Nous y incorporons également toutes les infractions qui sont indirectement des atteintes à la probité, mais qui rentrent dans ce champ-là, les escroqueries, les abus de biens sociaux, les recels d'abus de biens sociaux, les abus de confiance. Voilà, donc toutes ces infractions. Donc, ce qui veut dire que la catégorie est quand même relativement large, et ce qui peut expliquer aussi pourquoi c'est le premier motif de poursuite. Si je fais le parallèle avec les atteintes à l'honneur, dans les atteintes à l'honneur, vous avez la dénonciation calomnieuse et la diffamation, ces deux infractions. Là, on a un panel d'infractions qui est quand même plus important, donc ce qui peut expliquer aussi pourquoi on en a plus, forcément, puisque la matière observable est plus importante. Pour autant, voilà, ce chiffre doit nous interpeller collectivement, puisque 1000 élus locaux poursuivis pour manquement de devoir de probité, forcément, ça doit interpeller. Je veux quand même insister sur la nécessité de faire preuve de discernement par rapport à ces chiffres, puisque dans les infractions qui ont été citées, effectivement, il y a la corruption. Bon, la corruption, hormis quelques zones grises, je veux dire, il n'y a pas débat. C'est-à-dire qu'effectivement, lorsqu'on est poursuivi pour corruption, en général, c'est parce qu'on a reçu un avantage personnel. Là où c'est plus pernicieux, c'est que dans les manquements de probité, vous trouvez des infractions qui sont un peu plus sournoises parce qu'elles mettent dans le même sac des élus qui sont malhonnêtes et qui ont piqué dans la caisse avec des élus qui sont de totale bonne foi. Et c'est là où ça peut être dangereux. Il y a le délit de favoritisme. Le délit de favoritisme, c'est peut-être volontairement qu'on a voulu favoriser un candidat, mais c'est peut-être aussi parce qu'on s'est planté dans la procédure de marché public. Ça peut arriver, une boulette. Et si la boulette, elle a contribué à favoriser un candidat, même si on n'a pas voulu le faire, eh bien, ça peut conduire au pénal. Bon. Et il y a surtout la prise illégale d'intérêt, qui pour le coup, là, on va avoir un champ qui est extrêmement large, avec des élus qui peuvent se faire piéger en étant de totale bonne foi. 3 exemples. Dans les chiffres, je vous disais sur les 1000 élus locaux qui ont été poursuivis, 16 élus, je vais vous citer, qui concernent 3 affaires différentes, ce qui permet de voir aussi que pour une même affaire, vous pouvez avoir pluralité d'élus. Premier cas, ça se passe dans une commune du sud-ouest, 250 habitants, fête de la poterie organisée par une association. Chaque année, on vote la subvention à cette association. Elle n'a pas bougé depuis longtemps, c'est toujours subvention du siècle, vous êtes bien assis, 250 €. 1 € par habitant. Bon. Cette année, il y avait un opposant qui n'avait pas digéré sa défaite aux dernières élections. Il a épluché les PV. Il s'est aperçu que vous aviez 4 élus du conseil municipal qui ont participé au vote de la subvention. Donc, ils auraient dû se déporter. Ils ont été poursuivis et condamnés pour prise illégale d'intérêt. Donc, ils viennent alimenter nos chiffres pour le vote d'une malheureuse subvention de 250 €. Alors, ils ont été dispensés de peine, oui. Mais sur le plan de la culpabilité, ils ont été reconnus coupables. C'est pour montrer qu'on peut facilement franchir la ligne jaune en étant de totale bonne foi et dévoué à la chose publique. Deuxième exemple, là ça se passe dans une commune viticole, c'est un jugement du 27 mars 2024. Là, commune de moins de 1000 habitants, pareil, 8 conseillers municipaux. Donc dans une commune de moins de 1000 habitants, je ne sais pas combien il y a de conseillers municipaux, il doit y en avoir 15 maxi, c'est quasiment la moitié du conseil. Ils ont été poursuivis. Ils ont été poursuivis pourquoi ? Parce qu'ils ont voté un programme de réfection des chemins de la commune. Or, on est dans une commune viticole. Eux, ils sont même viticulteurs. Et les chemins, ils desservaient leur parcelle viticole. Donc, ils ont été poursuivis et condamnés pour prise illégale d'intérêt. Là aussi, je présume qu'ils ont fait ça de totale bonne foi. Et c'est pour ça qu'on donnera des conseils pour montrer qu'effectivement, c'est très facile, si on n'est pas vigilant, de rentrer dans ce type d'infraction. Dernière illustration, un jugement récent, tribunal correctionnel de Bourgoin-Jallieu, 10 mars 2026. Là, c'est 4 élus. Là, c'est l'ancien maire qui n'a pas digéré sa défaite, qui a épluché les PV du nouveau conseil municipal. Et donc, il a porté plainte contre 4 élus, dont le maire, à qui il reproche d'avoir participé à un marché public ou travaillé, je dis bien travaillé et non pas dirigé, un petit cousin par alliance.
Donc, où on s'arrête dans le cercle de relations de l'élu, le texte ne le dit pas. C'est une appréciation qui se fait au cas par cas. Et on voit avec cet exemple qu'on peut venir chercher la bébête assez loin. Et donc, c'est pour ça qu'il faut être très prudent dans ce type de situation. Là, j'ai cité que le cas du maire, mais vous avez trois autres adjoints qui ont été poursuivis, dont un finalement qui a été relaxé. Mais vous voyez que pour une même affaire, on peut avoir pluralité de personnes mises en cause, ce qui peut expliquer aussi nos chiffres, puisque forcément, on va avoir plusieurs personnes qui vont être poursuivies. On peut être face à des manquements au devoir de probité quand on est agent ? Oui, oui. Donc là, c'est le dernier graphique que je voulais vous présenter, avec les agents territoriaux. Et alors, une petite bonne nouvelle quand même, c'est que contrairement aux élus, pour les agents territoriaux, alors, je vais expliquer qu'il faut rester prudent dans l'interprétation de nos chiffres, mais on note un petit tassement, alors qui reste à confirmer, mais qui est encourageant par rapport à ce qu'on a vu pour les élus locaux. Alors, deux explications. Une explication tout d'abord, ce que je disais tout à l'heure, c'est que on est tributaire des retours presse, et donc, voilà, ça peut l'expliquer aussi. Cependant, notre méthode, elle n'a pas évolué et on constate une baisse. Pour avoir discuté avec des collègues de l'AFA, ils m'expliquaient qu'ils avaient, et c'est vrai que nous le constatons aussi, on note une recrudescence de la procédure de plaider coupable, CRPC. Et c'est vrai que ces procédures de CRPC, autant pour les élus, elles restent quand même très médiatisées, autant pour les fonctionnaires territoriaux, peut-être que là, on a plus d'angles morts, et donc ça peut s'expliquer comme ça. Mais comme je suis de nature optimiste, je veux dire aussi qu'on peut y voir aussi le fruit peut-être des actions de prévention qui sont engagées, et notamment d'un dispositif qui a pleinement joué sur la mandature 2020-2026. C'est un nom on en a déjà entendu parler, mais on va en re-entendre parler, c'est le référent déontologue. Le référent déontologue pour les agents territoriaux, il est en œuvre depuis 2017. Pour les élus, il est effectif que depuis 2023. Donc on peut espérer que ce dispositif contribue effectivement à ce tassement, même s'il faut rester prudent compte tenu de ce que j'ai dit. Mais voilà, il faut quand même aussi avoir des petites lueurs d'espoir, et celui-là en fait partie. Juste, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure sur les élus. Vous voyez que le taux de moyen de condamnation, je l'ai dit, toute infraction confondue, il est légèrement supérieur à 36%. S'agissant des manquements de devoir de probité, c'est beaucoup plus important. On est plus de 45% pour les élus, et on est légèrement supérieur à 40% pour les fonctionnaires territoriaux. Ça veut dire que lorsqu'on est poursuivi pour manquement de devoir de probité, le risque de condamnation, il est plus important qu'il ne l'est que pour l'ensemble des infractions. Il faut se méfier de sa famille et de l'opposition. Merci Luc. Et évidemment, tous ces graphiques et ces analyses, on les retrouvera très prochainement à la rentrée, on l'a dit et redit. Isabelle Gégouzeau, évidemment, tout ce que Luc vient de présenter vous interpelle et fait sens par rapport aussi au baromètre que vous alimentez. Est-ce que les données qu'on vient d'entendre sont similaires, suivent ces tendances aussi ? Alors d'abord, merci à la SMACL de faire ce travail. Je crois que c'est très important pour mettre en lumière un phénomène. C'est pas très facile de travailler sur les atteintes à la probité parce qu'on est sur un phénomène caché, par définition. Et donc, le mesurer n'est pas facile. Et tout ce qui va permettre de l'objectiver, de le toucher du doigt est très positif. Et le travail que fait la SMACL depuis de nombreuses années est vraiment remarquable. Et bon anniversaire, puisque c'est aussi votre anniversaire. Alors, comment on va mesurer les atteintes à la probité ? On a plusieurs façons de le faire. Une des façons de le faire, c'est la perception. Et sur la perception, je voudrais quand même insister sur le fait qu'on est un peu inquiet. On a un eurobaromètre qui est sorti la semaine dernière, qui mesure la perception de la corruption dans tous les États membres de l'Union européenne. Et la France vient de faire un bond assez important, puisqu'on était à 69% des Français qui considéraient que la corruption était répandue dans le pays, ce qui était déjà beaucoup, qui était à peu près la moyenne européenne et pas très glorieux. On vient de passer à 76%. Donc 7 points en un an, c'est peut-être le fruit d'un certain nombre d'affaires médiatisées qui alimentent le tous pourri. Je suis d'accord, ce n'est pas vrai. Mais
voilà. Il y a un autre chiffre qui est sorti la semaine dernière qui m'inquiète, peut-être encore plus, puisque ce n'est pas de la perception, c'est véritablement des victimes, une réalité. On a 12% des entreprises qui disent qu'on leur a fait des demandes, qu'on leur a demandé des cadeaux ou des divers avantages. 12% des entreprises, c'est énorme. Et quand on regarde dans quel secteur, c'est malheureusement beaucoup le secteur public local, puisque les 2/3, c'est pour des affaires d'urbanisme. C'est des autorisations d'urbanisme diverses pour lesquelles on demande des cadeaux. Donc là, je mets vraiment en garde parce que ça donne une image de notre vie économique qui n'est pas bonne. Alors, pour aller plus loin et objectiver le phénomène, on essaie de le mesurer à l'AFA. Alors, on n'a pas exactement les mêmes outils que la SMAC. Nous, on travaille à la fois sur les procédures des services de police et de gendarmerie et sur les décisions de justice, puisque nous récupérons toutes les décisions de justice, nous les analysons et nous publierons en fin d'année une statistique complète sur la période 2021-2025. On est en train d'analyser ces décisions. Qu'est-ce qu'on y voit ? D'abord, une augmentation globale du phénomène. Ça, on a sorti une statistique il y a à peu près un mois qui montre que entre 2016 et 2025, le nombre d'atteintes à la probité a été multiplié par 2. Ce qui est beaucoup. Alors, ce qui est beaucoup d'être multiplié par 2, on reste quand même sur des chiffres. On est à 1200, on est passé d'autour de 600 à 1200, 1300. Donc, ce n'est pas non plus énorme par rapport à l'ensemble de la délinquance, mais c'est une augmentation qui est quand même significative. Et donc, au sein de ces chiffres, le secteur public local représente 40%, c'est-à-dire une part non négligeable, moins de la moitié, mais quand même, de l'ensemble des atteintes à la probité. Ça représente environ 100 affaires par an, ce qui est cohérent avec les 1000 et quelques élus, puisque dans une affaire, on peut avoir plusieurs personnes. Donc, une centaine d'affaires par an, ce n'est pas énorme, heureusement, mais ça reste significatif et surtout, ça fait beaucoup de bruit. Et je parlais de la confiance globale dans l'action publique. Ces chiffres sont toujours très, très délétères pour la confiance dans l'action publique. Alors, quand on regarde un petit peu plus en détail, on voit que pour les acteurs publics locaux, pour les collectivités territoriales, on a à peu près 25% de détournement de fonds publics, un peu plus les agents que les élus, 25% de prise illégale d'intérêt, beaucoup plus d'élus que d'agents, et puis 16% de vraie corruption, 13% pour les agents et 3% pour les élus. Donc c'est ce que l'on voit, mais donc voilà. Et les peut-être dernier point, les secteurs dans lesquels on voit ce type d'affaires, l'urbanisme, je l'ai dit, mais l'urbanisme est vraiment un des domaines dans lequel il faut être très, très vigilant autour des autorisations d'urbanisme. Les ressources humaines, on embauche sa femme, son fils, et ça, non. Ça, non. Sur l'urbanisme, on voit encore beaucoup trop de je modifie mon PLU pour une construction et en contrepartie, on m'offre un appartement moins cher. On a des affaires de ce type. Les marchés publics, bien sûr. Au moment de la passation des contrats, on va avantager un opérateur. Alors, quelquefois, effectivement, et c'est souvent, on ne fait pas tout à fait attention, pas tout à fait exprès. Quelquefois, c'est moins clair. Mais par exemple, on va, pendant une période de marché public, on va aller accepter un déjeuner avec une des entreprises qui va être concurrente dans le marché. Puis à table,
on peut donner des infos sur ce qu'il y aura dans le marché. Enfin, on a des affaires comme ça où vraiment les règles n'ont pas été respectées. Et donc là, c'est aussi un secteur d'inquiétude. L'exécution des contrats aussi. On va valider la surfacturation au moment où on va exécuter le marché. Et la différence peut être effectivement de la corruption ou de la prise illégale d'intérêt. Voilà. Et puis, le dernier secteur, les subventions aux associations. Et là, on est effectivement sur des sujets qui peuvent parfois être délicats et sur lesquels il faut aussi bien élus qu'agents être très très vigilants. Si on est membre d'une association qui reçoit une subvention, eh bien on se déporte et on se déporte le plus tôt possible. Merci. On retrouve toutes ces données sur votre site ? Absolument. Voilà. Alors, on les trouvera sur notre site plutôt un petit peu plus tard dans l'année parce qu'on va publier une étude globale en fin d'année, précisément pour notre anniversaire. D'accord. J'imagine que l'Observatoire va relayer et on retrouvera à minima sur le site de l'Observatoire. Merci pour ces précisions. On va passer à notre partie suivante sur la loi du 22 décembre 2025. Avec vous, Pierre Villeneuve, cette loi porte création d'un statut de l'élu. Donc évidemment, elle recouvre une multitude de domaines et on le sait. Hein, on parle d'indemnité des élus, on parle de formation, droit à la formation, obligation de formation, on en reparlera. Sur le sujet qui nous rassemble aujourd'hui, la probité, les conflits d'intérêts, qu'est-ce que cette loi nous apporte ? Alors je dirais d'abord, enfin, une loi qui aborde le statut de l'élu local, c'était demandé depuis des années, et enfin on a une loi qui va aussi sécuriser l'action publique locale. Pour ma part, je verrai 4 points importants dans cette loi concernant la probité. Le premier, c'est l'obligation pour les collectivités d'organiser dans les 6 mois du mandat une formation, une sensibilisation des élus locaux. C'est une obligation de le proposer, c'est important. On sait que les conseils municipaux ou intercommunaux se sont installés fin mars, début avril. C'est jusqu'à fin septembre, mi-octobre. Il n'y a pas d'illégalité si vous faites ça fin octobre, mais former les élus, sensibiliser à ces règles. Et ça a été dit, l'urbanisme, le droit des marchés publics sont des matières complexes où il est important de savoir ce qu'on peut faire ou ce qu'on ne peut pas faire. Le deuxième élément, c'est effectivement la fin du conflit d'intérêts public-public. Et je voudrais insister, ce n'est que la fin du conflit d'intérêts public-public. On n'a pas supprimé le conflit d'intérêts public-privé qui subsiste. C'est sécurisant pour les élus, et on sait que des élus qui peuvent avoir un mandat communal et un mandat intercommunal, un mandat communal avec des fonctions dans des désignations différentes, collectivités ou groupements de collectivités, on a supprimé le conflit d'intérêts public-public. C'est de nature à sécuriser l'action publique. C'était d'ailleurs un héritage qu'on avait un peu de la loi 2013 qui était assez insécurisant pour les élus. Et il y avait très peu de cas de conflit d'intérêts ou de prise illégale d'intérêt. Le troisième élément, c'est effectivement une clarification enfin bienvenue. La précédente loi, qui était la loi 3DS, était censée avoir clarifié les choses et elle n'avait pas réussi à clarifier les choses, loin de là. C'est quel est le risque ou quels sont les risques auxquels s'exposent les élus lorsqu'on les désigne dans des organismes extérieurs. Quand on désigne un élu dans un organisme extérieur, il n'y a pas de présomption de conflit d'intérêt. Et je crois qu'il faut dire que le conflit d'intérêt, ça peut arriver à chacun d'entre nous. Ça peut arriver, et ce n'est pas une situation infractionnelle. Ce qui devient une infraction, c'est quand on ne stoppe pas le conflit d'intérêt et que ça devient une prise illégale d'intérêt. Le conflit d'intérêt, eh bien, c'est cette situation d'interférence, d'influence sur la chose publique, sur le mandat public. Et c'est important de le préciser parce que quand on désigne un élu dans un organisme extérieur, une association, une SEM, une SPL, une SPLA, une CEMOP, et on sait qu'on peut avoir de multiples outils, un des critères qui est important dans la loi, c'est le critère de la rémunération ou de l'avantage particulier et ou des marchés publics. Dit autrement, quand je désigne un élu, je ne vais pas être automatiquement en conflit d'intérêt, sauf si j'ai une rémunération, sauf si j'ai un avantage particulier, sauf si je participe au processus de décision des marchés publics. Je suis élu communal, eh bien je ne vais pas, si je suis président de la SEM, délibérer pour attribuer un marché public à la SEM. Je suis élu communal, je ne vais pas participer à la délibération qui m'attribue un complément d'indemnité ou de rémunération en tant que président de la SEM.
C'est pas interdit de le faire. Ce Par n'est pas contre, interdit. on C'est pas sort interdit. ou on ne participe pas à la réflexion. Alors, on ne participe pas à la réflexion, on ne participe pas à la préparation de la délibération, à l'exécution de la délibération ou à la délibération. C'est un moyen de sécuriser l'action publique pour les élus. Il n'y a pas d'interdiction d'avoir une rémunération complémentaire ou un avantage particulier. Alors, cette notion d'avantage particulier, elle est un peu floue encore. Elle n'a pas été définie par la loi, encore moins par les décrets parce qu'il n'y en a pas. Donc, comment on le perçoit ? L'avantage particulier, ce n'est pas une invitation à déjeuner qui poserait problème. C'est par contre l'avantage récurrent. La SEM qui gère les parkings de ma commune, si elle me met à disposition une carte gratuite pendant la durée du mandat, c'est très certainement un avantage particulier. Le club de sport qui me réserverait un terrain de tennis tous les samedis matins pendant 1 an, c'est nécessairement un avantage particulier. Et puis, on ne participe pas à l'attribution des marchés publics. Le dernier élément qui me semble important, c'est la nouvelle définition de la prise illégale d'intérêt, qui, on le sait, est une infraction qui est punissable de 5 ans d'emprisonnement et de 500 000 € d'amende. C'est le quantum maximum, assez rarement prononcé, mais il peut y avoir des peines complémentaires, notamment la peine d'inéligibilité qui peut être prononcée, et qui est souvent d'ailleurs celle qui effraie presque plus que la peine d'amende ou la peine d'emprisonnement. C'est une nouvelle définition avec la notion d'intérêt altérant. Alors, l'intérêt qui va altérer l'obligation de probité, d'impartialité, d'intégrité, c'est l'intérêt qui va abîmer, c'est l'intérêt qui va masquer, c'est l'intérêt qui va rentrer nécessairement en conflit. Il est évident que je ne suis pas le mieux placé en tant qu'élu pour attribuer la subvention au club de sport si c'est mon fils qui le dirige. Je ne suis pas nécessairement l'élu le mieux à même d'analyser un marché public et de présider la CAO si c'est mon fils ou ma fille qui va candidater à un marché public. Ça paraît des règles de bon sens, encore faut-il le rappeler. Parce que, ça a été dit par Luc Brunet, on peut avoir, bien sûr, l'élu, et c'est rarissime, qui, lui, connaît très bien la loi et qui a l'intention de la contourner. Ça arrive, mais c'est rare. On peut avoir l'élu qui est imprudent, qui est négligent, ou qui n'a pas souhaité peut-être se former ou sensibiliser, et là, on peut être à risque. On peut être à risque parce que le juge pénal, lui, sera attentif à ce que vous avez cherché à altérer cet intérêt, cette obligation de probité. Et puis, il y a une deuxième notion qui est encore un peu incertaine dans la loi, c'est agir en connaissance de cause. Et je crois qu'il ne s'agit pas de faire peur à vos auditeurs, ni aux élus, ni aux agents, mais agir en connaissance de cause, ça renvoie à un élément intentionnel. Ça renvoie à une volonté ou à la conscience de commettre l'infraction. Eh bien, un des meilleurs moyens peut-être d'éviter la pénalisation de la vie publique, même si ça a été dit par Isabelle Gégouzeau ou par Luc Brunet, c'est une réalité, mais attention de ne pas tomber dans l'excès du tous pourri. Il y a peu d'élus, mais ça augmente. Il y a peu d'agents, mais ça augmente. Avec quelques atténuations qu'on peut avoir, eh bien, le meilleur moyen, c'est de former, de sensibiliser les fonctionnaires, les agents publics et les élus à ce cadre juridique qui est encore relativement complexe et qui est encore relativement récent. Hein. On parle d'une loi du 22 décembre 2025, alors qui a été publiée au JO du 23, applicable le 24 décembre. Chacun conviendra qu'on n'a pas encore tous les décrets d'application sur ce texte. Je crois qu'il faut vraiment insister sur le fait que seul le conflit d'intérêt public a été supprimé. Le conflit d'intérêt subsiste, ce n'est pas une infraction, ce n'est pas un aveu de faiblesse entre un conflit d'intérêt, ce n'est pas un aveu d'impuissance, c'est le fait qu'on connaisse l'environnement dans lequel on travaille ou dans lequel on a un mandat. Et ça peut arriver à chacun d'entre nous. Eh bien, le meilleur moyen d'éviter le risque, c'est de se déporter. De se déporter pour éviter un risque pour soi, mais pour éviter aussi un risque pour la collectivité. Et je rajouterai, ça a été dit, le risque réputationnel. Celui-là, vous ne le maîtriserez pas. Si demain, vous avez un article de presse qui dit « Commune 2 », tous corrompus, alors que c'est peut-être un élu qui a oublié, qui a été maladroit ou imprudent, là, la réputation, elle sera entachée et elle alimentera un discours qu'on entend parfois beaucoup trop souvent, que les élus sont effectivement corrompus. Donc voilà les 3-4 éléments qui me semblent importants dans la loi du 22 décembre 2025. Merci. Élodie, est-ce que dans l'Hérault, on dit « Ah, enfin, cette loi » Et si on le dit, est-ce que c'est pour les articles dont vient de parler Pierre Villeneuve sur le conflit d'intérêts, justement ? Oui, je remercie Pierre qui évoque exactement, finalement, ce qu'ont ressenti les élus de l'Hérault. Oui, enfin, vraiment. Il y avait
Avec l'accent, tout à fait. On avait ce sentiment, c'était attendu depuis très longtemps, les élus nous le demandaient, d'autant plus que le président de l'Association des maires de l'Hérault, que je dirige, présidait au national la commission conditions d'exercice du mandat. Donc nous avons suivi cette PPL qui est attendue depuis 5 ans où on a travaillé, on a demandé des avancées majeures, on a demandé à ce que les élus puissent être formés même en amont du mandat, ça a été retiré, c'est dommageable. Il me semble, mais de fait, ça les a rassurés. Beaucoup de choses étaient attendues, mais elle est, à notre sens, assez incomplète. Il faut, au-delà des décrets qui ne sont toujours pas publiés, il y a des points sur lesquels il faudra quand même se pencher. Tout comme la loi 3DS qui a été incomplète et où on attendait encore d'autres avancées. Et je pense que c'est toujours comme ça sur la mandature 2020-2026, malheureusement. Maintenant, c'est aussi le rôle, finalement, des associations départementales de maires. En l'occurrence, dans l'Hérault, nous avons un syndicat mixte qui gère la formation, qui s'appelle le CFMEL, qui a mis en place un référent déontologue. CFMEL. Centre de formation des maires et des élus locaux, je m'excuse, qui a mis donc en place un collège de référents déontologues, on en reparlera un peu plus tard, mais nous avons fait du coup le choix d'intervenir en formation dès début avril et nous continuons avec, nous avons donc eu l'Université des maires où Luc s'est déplacé, il est intervenu auprès d'une centaine d'élus héroltais sur ces questions et qui ont fait vivement réagir les élus. Alors que nous avons déjà commencé la formation en avril sur ces questions-là, que l'AMF est intervenue de manière régulière de par également ses travaux avec l'AFA. Je vous remercie de les avoir cités tout à l'heure. Donc oui, en conclusion, nous sommes rassurés. Enfin, il était temps. Maintenant, il faut qu'on avance et qu'on puisse sécuriser ce mandat. Et en l'occurrence, je remercie l'Observatoire qui nous accompagne énormément sur ces questions et qui nous aide à pouvoir inculquer la bonne parole et à culturer nos élus. C'est pas tout d'alerter et de faire peur, même, hein, Luc, excuse-moi. Il s'agit aussi de proposer les outils, et c'est ce qu'on verra tout de suite après ce panorama. Isabelle Gégouzeau, est-ce que l'analyse de Pierre Villeneuve mérite d'être complétée encore sur certains éléments ? Alors c'était très complet et je dois dire qu'à la fin on s'est félicité de cette loi parce qu'on pensait qu'il y avait effectivement un certain nombre de clarifications qui étaient nécessaires, notamment sur le conflit d'intérêts public-public qui parfois dans la pratique amenait à des situations absurdes où on était nommé, on participait à une décision, à un organe précisément ès-qualité et il fallait se déporter. Tout ça n'avait pas de sens, ça énervait beaucoup les élus, à juste titre, et surtout, ça écartait les vrais sujets. Parce que les vrais sujets, c'est le conflit d'intérêts public-privé. C'est-à-dire, lorsque on a véritablement un intérêt personnel, ce que Pierre vient d'expliquer très clairement, et celui-là, il est pour le coup répréhensible. Il l'est toujours, il faut quand même le dire, c'est-à-dire que la loi n'a pas supprimé cet aspect-là, et il nécessite une grande vigilance. Alors, effectivement, on l'a tous dit, être en conflit d'intérêts, c'est un peu normal, on vit. On a des amis, on a de la famille, on a des proches, on a des activités professionnelles. Donc, je dirais, et quand on est élu, c'est peut-être aussi un peu parce qu'on a tout ça. Et donc, c'est une situation qui est normale, mais qui doit être traitée. Ce qui n'est pas normal, c'est de ne pas le traiter. C'est-à-dire de se dire, bon, je suis médecin ou infirmière et dans ma collectivité, on va ouvrir un cabinet médical. Je me déporte ab initio. Je ne veux pas entendre parler de cette affaire. Je ne veux pas y mettre l'ombre du petit doigt. Je ne regarde pas cette affaire. Le conseil municipal fera son travail pour prendre les décisions, mais comme je peux être impliquée dans ce secteur, je n'y regarde pas. Et donc, c'est véritablement ça. Dès le début d'un mandat, on identifie où sont ces conflits d'intérêts et on dit, tout ça, je ne regarderai pas. Et vous faites sans moi. Vous faites sans moi. Autre point quand même qui est important, peut-être juste pour compléter ce qui vient d'être dit par Pierre, il y a une autre disposition
dans cette loi qui est importante, qui concerne les cadeaux. Puisque, évidemment, quand on est élu ou même quand on a des responsabilités, on peut recevoir des cadeaux, on peut vous faire des cadeaux. Alors, la loi est très claire. D'abord, elle donne un seuil, rien au-dessus de 150 €, sauf éventuellement des cadeaux protocolaires quand on reçoit une délégation étrangère, mais qu'il faut, dans ce cas-là, véritablement encadrer, déclarer et qui sont pour la collectivité. Et donc, rien au-dessus de 150. Et en dessous, pas toujours. En dessous, pas toujours, parce que typiquement, vous êtes dans une période d'appel d'offres, vous n'acceptez pas une invitation à déjeuner avec, même si c'est en dessous de 150 €. Vous n'acceptez rien. Donc, il faut toujours être très vigilant sur ce sujet. On a fait à la fin un guide sur les cadeaux et les invitations. Il est sur notre site. Vous pouvez tout à fait le regarder. Il explique en fait les précautions à prendre. Et comment, au cas par cas, il faut être très, très, très vigilant. En fait, peut-être un des bons réflexes, c'est se poser la question de la publicité. Est-ce que si ce cadeau ou cette invitation était rendue publique, est-ce que ça me gênerait ? Et là, on se dit, oui, le repas avec les candidats à un marché public, non, faut pas, c'est non. Donc voilà, c'est un petit peu. Mais ce sujet des cadeaux est un cadeau qui est un sujet qui est. C'est un cadeau de la loi, sans doute aux élus pour clarifier un certain nombre de règles. Merci. Donc vous avez déjà donné quelques recommandations qu'on retrouvera un peu plus tard. Le tour d'horizon est complet, Pierre, dorénavant, avec ces compléments ? Oui, je pense qu'il est complet avec effectivement aussi, on l'a évoqué, le référent déontologue agent et le référent déontologue élu. C'est important d'avoir cette dimension de prévention. Rappeler aussi que les uns comme les autres sont des agents qui vont, pour le référent déontologue agent, qu'ils soient internes ou externes auprès du centre de gestion, du CEG ou internes à la collectivité, ce sont des personnes qui vont agir de manière totalement confidentielle avec un secret professionnel. Donc aller voir un déontologue, ce n'est pas encore un aveu d'impuissance, c'est dire, est-ce que même si le premier déontologue, c'est soi. Vous disiez les cadeaux, oui. Est-ce que c'est un cadeau que je me ferais ? Est-ce que j'irais déjeuner à 250 €? Est-ce que c'est un cadeau que je me fais ? Est-ce que ce cadeau, il serait public ? Aller voir un déontologue, et pour les élus, on ne peut qu'inciter les élus à solliciter le déontologue élu, qu'il soit là aussi auprès d'organismes, d'associations, de syndicats ou autres. Faites-le. C'est une démarche de prévention. Les déontologues que moi je vois ou que je rencontre ne sont pas des gens qui sont dans le jugement, mais dans le conseil, dans les bonnes pratiques. Ils vous rendront un avis qui sera aussi pragmatique et opérationnel. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à solliciter les déontologues, qu'on soit agent ou que l'on soit élu. Merci. Luc, la loi revient un peu sur cette notion de protection fonctionnelle et l'encadre encore davantage. Et je sais que vous vouliez revenir sur ces sujets-là. Oui, alors c'est un peu à la marge du sujet, mais quoique, on va revenir, pas tout à fait. Effectivement, la loi du 22 décembre 2025, elle a étendu le régime de la protection fonctionnelle sur le volet élu-victime. Donc quand un élu est agressé, injurié, diffamé, menacé dans l'exercice de son mandat, malheureusement c'est une réalité. Dorénavant, ça concerne tous les élus, y compris ceux qui ne sont pas titulaires d'une fonction exécutive. Donc un conseiller municipal sans délégation peut dorénavant bénéficier de la protection fonctionnelle à ce titre-là. Un élu d'opposition ? Un élu d'opposition aussi. Par contre, attention, donc là c'est une procédure qui est automatique, qui est de droit, il faut faire une déclaration et puis après c'est transmis en préfecture, vous avez un délai de 10 jours et c'est même pas, il n'y a pas besoin ici de délibération du conseil municipal. Mais ça c'est sur le côté élu victime. Par contre, quand l'élu est mis en cause pénalement, attention, là il faudra toujours une délibération du conseil municipal, c'est pas automatique. Évidemment l'élu intéressé ne doit pas participer à la délibération, parce que sinon il rajoute une couche. Et d'autre part, pour le coup, là, ça ne concerne que les titulaires de fonctions exécutives, en cas de mise en cause pénale. Attention, parce que notamment lorsqu'on est poursuivi pour manquement de probité, solliciter le bénéfice de la protection fonctionnelle de la commune, ça peut rajouter une couche à la première procédure. Pourquoi ? Parce que vous pouvez d'abord avoir un contentieux qui porte sur l'octroi de la protection fonctionnelle si elle est accordée.
devant le juge administratif. Et vous pouvez aussi avoir le deuxième effet qui se coule avec une plainte pour détournement de fonds publics, puisque vous avez une jurisprudence de la Cour de cassation qui vous dit que lorsque on accorde à tort la protection fonctionnelle à un élu alors qu'il aurait dû se défendre à titre personnel, ça peut constituer un détournement de fonds publics. Et en matière d'atteinte à la probité, il vaut mieux avoir une assurance personnelle qui vous couvre, puisque là c'est un rapport de droit privé entre l'assureur et l'élu. Et donc il n'y a plus la question de la faute personnelle, de faute de service, et il y a le respect de la présomption d'innocence qui s'applique. Donc c'est quand même plus prudent pour ce type d'affaires d'avoir recours à l'assurance personnelle, surtout qu'on a vu que dans plus de 60% des cas, ça se traduit par une décision qui est favorable, toute infraction confondue à l'élu. Donc vigilance sur cet aspect de protection fonctionnelle, parce que Pierre disait tout à l'heure, attention, on n'a pas supprimé le conflit d'intérêts public-privé, heureusement, j'aurais tendance à dire. On voit ce qui se passe outre-Atlantique, on se dit, pourvu que ça n'arrive pas en France. Et donc c'est un garde-fou indispensable. Sur l'aspect protection fonctionnelle, aussi, attention aux amalgames, l'automatisation de la procédure, ça ne concerne que la situation où l'élu est victime. Quand il est mis en cause, il faut toujours une délibération du conseil municipal à laquelle ne participe pas l'élu intéressé, débat public, et le conseil municipal devra se prononcer sur l'existence ou non d'une faute personnelle de l'élu qui est poursuivi, et ne pas accorder la protection fonctionnelle si c'est le cas. Sinon, il peut y avoir une deuxième procédure qui sera engagée contre l'élu. Merci Luc pour ces compléments, et je sais que le site de l'Observatoire revient souvent sur ces sujets-là. La période électorale a donné lieu également à plusieurs éclairages, mais elle complète bien les propos de Pierre Villeneuve sur l'ensemble de la loi. Nous allons pouvoir passer au conseil pratique. Alors on en a eu des conseils pratiques, vous les avez glanés par-ci par-là, là on va les recenser et finalement en faire presque un livre d'or. On pourrait faire un livre d'or des conseils pratiques à l'issue de ce webinaire. Je vais vous demander l'un et l'autre de vous prêter à cet exercice, et on va commencer avec vous Pierre. Alors 3 conseils, je dirais former annuellement les élus et les agents territoriaux à la prévention des risques d'atteinte à la probité. Je pense que c'est bien de faire un point tous les ans. C'est une manière de sécuriser les agents, de sécuriser les élus, de ne pas opposer les uns et les autres, et d'avoir effectivement une progression pour les élus comme pour les agents. Le deuxième conseil, ça serait de mutualiser l'accès aux référents déontologues élus. On sait que des collectivités ont parfois du mal à trouver un déontologue. Je pense que c'est bien de mutualiser un déontologue élu. Et puis troisième conseil, on est encore en début de mandat, accepter de se prêter un exercice que promeut notamment l'Agence française anticorruption, qui est de cartographier les risques. Cartographier les risques, ça permet de savoir s'il y en a des comportements à risque, pas des agents, des comportements, des processus sur les marchés publics, sur les subventions. On a parlé des ressources humaines, sur les DSP, est-ce qu'on les contrôle. La cartographier les risques en début de mandat, savoir si on a des élus qui ont une activité professionnelle, ce qui est parfaitement légal, mais cette activité, est-ce qu'elle ne rentre pas potentiellement en conflit d'intérêts avec leur mandat électif? Voilà, je crois que c'est un exercice très intéressant qui permet aussi de montrer qu'on sécurise le mandat et qu'on sécurise aussi bien les agents que les élus en faisant cet exercice de cartographie des risques. Cartographie, mutualisation, formation. Peut-être on va d'abord commencer par la formation avant la cartographie, mais merci pour ces trois mots-clés. Isabelle Gégouzeau, vous voulez sans doute compléter? Alors, complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit, je complète. Peut-être c'est aussi une attitude, mettre la probité à l'agenda dès le début du mandat. Dire dès le début, je ne veux pas de ça chez moi. Que ça soit très clair pour l'ensemble des élus, pour l'ensemble des agents. Et nous voyons très bien que lorsque dans une collectivité, qu'elle soit publique, privée, on a à la tête quelqu'un qui passe des messages très très clairs sur ce sujet, tout de suite, ça va beaucoup mieux. Pierre parlait de cartographie des risques, c'est peut-être un mot qui fait peur, c'est juste savoir où sont les risques. Puis une fois qu'on sait où ils sont, mettre en face quelques mesures de prévention.
Alors ça peut être un code de conduite, que les agents et les élus sachent ce qu'ils doivent faire et ne pas faire, ou dans telle situation, comment réagir. Ça, c'est une bonne pratique. Se former, ça, c'est extrêmement important. J'ai rappelé les outils de formation. Il y a un petit outil sur lequel je voudrais attirer votre attention parce qu'il est sur le site de l'AFA. Ça s'appelle Probicité. C'est un petit outil en ligne. Ça prend 10 minutes. Et en 10 minutes, vous pouvez avoir toute une série d'idées sur ce que vous pouvez faire. Et vous pouvez aussi évaluer si votre structure est plus ou moins robuste sur ce sujet. Donc ça prend 10 minutes, c'est très opérationnel et ça va vous permettre d'avancer. Et puis on a parlé du déontologue. Je crois que c'est véritablement important. S'assurer d'abord qu'il y en a un. Donc, pour les agents, souvent, ils sont au niveau des centres de gestion. Pour les élus, on ne sait pas toujours où il est. Et donc, il y a des très bonnes pratiques comme ce qui est fait dans l'Hérault, avec un dispositif qui existe au niveau du département. Mais être sûr qu'il y en a un ou qu'il y a un collège, le faire savoir. Le faire savoir, parce que nous, quand on contrôle des collectivités, quelquefois, on se dit, il y a un déontologue, il n'est jamais saisi. Évidemment, personne ne sait qu'il existe. Et donc, faire savoir que ce déontologue existe et qu'on peut le saisir. Puis aussi, peut-être avoir des dispositifs d'alerte. S'il se passe quelque chose, je le dis à qui ? Et donc, ces dispositifs sont une obligation légale. Il faut s'assurer, là aussi, qu'ils existent et qu'ils sont connus. C'est quelque chose qui est communiqué, la liste des référents déontologues de sa municipalité, je ne sais pas, même dans le bulletin municipal. Est-ce que ce n'est pas important pour les administrés de savoir que ces élus sont susceptibles, parce qu'ils ont une question, de pouvoir s'appuyer sur une personne experte? Peut-être que c'est une question aussi qu'on pourrait poser à Élodie sur cette communication des maires de leurs référents déontologues. Est-ce que ce ne serait pas aussi un moyen de s'auto-mettre une pression pour dire voilà, j'ai pas le droit à l'erreur, j'ai cette exigence morale et je la porte au-devant des administrés? Je pense qu'il n'échappe à personne qu'il y a des déontologues. Je pense que nul n'est censé ignorer la loi. Repartons quand même du b.a.-ba. Pour ce qui est de l'Hérault, nous sommes hybrides du fait d'avoir un collège des référents déontologues nommés par un syndicat mixte qui gère la formation des élus, l'assistance juridique et l'accompagnement aux côtés de l'association départementale. Les élus, nos collectivités vont être amenés à délibérer pour réadhérer à ce collège de référents déontologues du fait qu'il y a eu un renouvellement municipal. Donc, de fait, la population s'intéressant aux délibérations prises par la collectivité pourront le découvrir dans le PV qui sera affiché quelques jours suivant le conseil municipal. Il me semble... on l'évoque, que le fait de pouvoir énoncer qu'on est dans une situation de conflit d'intérêts avant la prise en compte d'une délibération, enfin avant le vote, avant les éléments de langage, parce qu'il faut quand même... je conseille toujours de sortir, j'en suis désolée, mais je pense que ça sécurise tout de même. Et ça montre aussi le fait que voilà, on arrive sur ce point, on se déporte. Si on n'a pas fait un arrêté de déport, déjà dès le début de la mandature, il me semble que c'est nécessaire, avec la cartographie, d'accompagner cette cartographie des risques d'un arrêté de déport. Ça permet de clarifier vraiment toutes les situations et l'exercice du mandat. Donc, de fait, je pense que la population, si elle s'intéresse un minimum à la vie locale de sa collectivité, elle est informée qu'il y a un référent déontologue des élus. Pour les agents, alors on est un peu moins sur mon ressort, bien que je sois fonctionnaire, mais de la même manière, on délibère via le CDG pour... en tout cas dans l'Hérault, pour le référent déontologue des élus, donc c'est su. Est-ce que les gens, les agents, les élus s'approprient les référents déontologues? Oui, je pense que là, c'est à nous de faire ce pas vers eux, d'accompagner les élus, de les informer, de leur expliquer qu'il y a un collège, comment il est composé et comment il peut être sollicité. Rappeler que c'est anonyme, je pense que ça rassurant. On échangeait hier par rapport à l'AFA et le fait qu'ils puissent être sollicités. Je me dis que s'ils sont sollicités, c'est que peut-être des personnes doutent de l'anonymat, et je trouve ça fort dommageable. Maintenant que on a quand même 3 ans de mise en place de ce collège de référents déontologues, il y a de plus en plus de saisines, beaucoup moins de réticences,
Et je m'en félicite et je pense que c'est un très très bon moyen pour accompagner nos élus. Isabelle, vous n'avez pas cité la formation, où ça m'a échappé, mais évidemment, ça complète le panel de conseils pratiques que vous aviez. C'est clair que la formation est vraiment essentielle pour éveiller l'attention, pour repérer toutes les situations de danger. Pour les formations, il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites. Je l'ai dit, à l'AFA, nous avons créé 2 MOOC. Un avec le CNFPT, pour les agents, et un avec Mairie 2000 pour les élus. Et ces MOOC sont accessibles. Et puis, nous pouvons aussi être sollicités par les associations départementales pour participer à des formations qui sont toujours très... Ça permet de répondre très concrètement aux questions que les uns et les autres peuvent avoir. Luc, est-ce qu'il manque encore des conseils ? Moi, je rejoins ce qui a été dit, mais moi je veux insister sur un point, c'est que, encore une fois, il est très facile de franchir la ligne jaune sans s'en rendre compte. Et donc, il est important de se méfier des automatismes que l'on peut prendre. Pour preuve, première intervention que j'ai faite lors des universités des maires, il y a une élue qui est venue me voir en fin d'intervention qui m'a dit « J'aurais aimé avoir votre intervention plus tôt ». Et elle m'explique qu'elle est infirmière libérale et qu'elle a participé à une délibération, c'était le cas qui était évoqué tout à l'heure, sur le vote de l'implantation d'une maison de santé où sera hébergé son cabinet médical. Pour avoir discuté avec elle, je voyais bien qu'elle était complètement désemparée, de totale bonne foi. Il se trouve qu'elle fait l'objet actuellement d'une procédure. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle sera condamnée, mais voilà. En tout cas, c'est important de sensibiliser, d'où l'importance de ce webinaire ce matin, effectivement, sur le sujet. Et moi, les 3 conseils, ils portent là-dessus. Le référent-odontologue. J'en remets une couche, désolé, mais c'est vraiment un point très important parce que déjà, quand on a un référent-odontologue, c'est qu'on montre au juge qu'on est de bonne foi. Parce que la première question qui va être posée par les enquêteurs s'il y a un problème, que vous a dit le référent-odontologue ? Si on commence par répondre le référent quoi, c'est mal engagé déjà. Donc déjà, ça montre qu'on est de bonne foi. Et puis d'autre part, évidemment, il faut le solliciter pour éviter de se placer en porte-à-faux. Donc c'est très important. Et je salue le travail qui a été fait dans le département de l'Hérault. Ce n'est pas le cas dans tous les départements, c'est vrai, je le dis honnêtement. Et ça permet effectivement d'avoir des personnes avec des profils compétents qui sont en capacité de répondre utilement aux élus. Donc ça, c'est très important. Le deuxième conseil, par rapport à la situation que je viens d'évoquer, c'est rappeler systématiquement dans la convocation de l'ordre du jour une petite phrase qui est contenue dans la charte de l'élu local, que vous avez lue lors du premier conseil municipal. Je vous relis cette phrase. « Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. » Moi, ce que je vous conseille, systématiquement, quand vous communiquez l'ordre du jour du conseil municipal, vous rappelez cette phrase, en gras, pour rappeler. C'est pas pour stigmatiser, c'est pour rappeler. Et pendant 6 ans, parce que au fur et à mesure... c'est ça, c'est parce qu'aujourd'hui, ceux qui nous suivent sont sensibilisés. La semaine prochaine, ça sera déjà un peu plus lointain. Dans 3 mois, n'en parlons pas. Donc, il est important, effectivement, de faire cette piqûre de rappel régulière. Et le troisième conseil complète ceci, c'est en ouverture de conseil, on fait un tour de table et on dit est-ce que, par rapport à l'ordre du jour qui vous a été transmis, cela soulève des situations de conflit d'intérêts ? Personne ne lève la main, on note sur le PV. Il y a quelqu'un qui lève la main, on lui dit merci, bravo. C'est normal d'avoir des conflits d'intérêts, on l'a dit tout à l'heure, vive les conflits d'intérêts, c'est la vie les conflits d'intérêts. C'est la preuve qu'on est vivant, qu'on a une famille, qu'on a des amis, qu'on a des engagements, donc c'est normal. Par contre, ce qui n'est pas normal, c'est de ne pas lever la main lorsqu'on en a un. Et donc, si on en a un, on lève la main, et qu'est-ce qu'on fait ? Comme l'a dit Élodie tout à l'heure, lorsque le point sur lequel on a un conflit d'intérêts est abordé, on sort de la salle avant le débat et le vote. Et si les élus suivent ces conseils, ils éliminent déjà 98% des situations dans lesquelles ils peuvent être en situation de conflit d'intérêts, parce que le pire ennemi en la matière, c'est l'habitude. On a l'habitude de voter, on vote tout, et par réflexe, et on ne se pose pas la question, au fait, cette délibération, est-ce que j'ai le droit d'y participer ou pas ? Et ça, c'est important de se le poser systématiquement pour éviter les situations que j'ai évoquées tout à l'heure, parce qu'on a bien vu que les élus en question, ils étaient de bonne foi.
ils n'avaient pas l'intention de frauder la loi, mais ils se sont fait piéger bêtement parce qu'ils ne se sont pas posé la question. Donc, d'où l'importance de ces conseils. Merci Luc et Elodie. Sur le terrain, quels conseils on peut mettre en œuvre en complément de tout ce qui a pu être dit ou pour remettre une couche? Allons-y sur le référent déontologue. Je pense que je l'ai assez évoqué aujourd'hui. Que dire de plus après tous ces conseils? Moi, j'aimerais appuyer sur ce qu'a évoqué Pierre, sur la nécessité de se sensibiliser, former, s'informer annuellement. On a tellement le champ de compétences est bien trop vaste. On a bien trop de choses en tête. On a tous, pour ceux qui travaillent, mais ceux qui ne travaillent pas, ils ont aussi leur charge mentale. Mais on a assez de charge mentale. Je pense que quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. À partir de là, déjà, dès qu'on se pose cette question, ça permet d'avancer. Mais il faut pouvoir revenir sur ces questions-là, sur ces sujets-là, se les approprier. Et plus ils deviendront un réflexe, mieux on sera protégé. Et pour moi, depuis que je suis élue à la SMAC, c'est mon livre de chevet. Il me permet de dormir un peu plus sereine et d'arrêter de me réveiller en pleine nuit avec des post-it pour me noter des bonnes pratiques ou parce que j'ai un stress. Me noter. Non, c'était pas un mauvais jeu de mots, mais pourquoi pas. Bon rebond. Elle m'a beaucoup aidée parce qu'elle vulgarise les choses. C'est très bien d'avoir une charte qu'on lit en début de conseil. Heureusement, ça existe. Et après, qu'est-ce qu'on en fait? Exactement. Et le fait qu'elle soit illustrée, le fait que nous organisions ce type de webinaire, ça permet d'accompagner les agents et les élus. Donc merci infiniment à la SMAC, à l'Observatoire, aux contributeurs, à l'AFA, Pierre, pour tes contributions. Toi, le cabinet, vous êtes tout le temps là sur tout ce que tu peux organiser annuellement. Donc merci infiniment à tous les partenaires qui sont là à nos côtés. Mais merci aussi à nos participants et justement, on va les écouter. C'est l'heure des questions-réponses. Isabelle, c'est une question pour vous. Pourriez-vous nous donner le nom du guide produit par l'AFA et nous donner le nom de le moyen de se procurer? Alors, il y a plusieurs guides produits par l'AFA et tout est en ligne sur notre site et directement accessible et totalement gratuit. Alors, en guide, on en a plusieurs. On a un guide qui est peut-être celui qui va être le plus utile directement pour nos auditeurs. C'est le guide des atteintes à la prévention des atteintes à la probité pour les élus du bloc communal. C'est un guide qu'on a produit avec l'AMF. Qui est vraiment très concret et très pratique, qui recense les différents risques que l'on a dans une commune et comment s'en préserver. Donc ça, c'est un des risques. On en a un deuxième qu'on a écrit cette fois-ci avec la Fédération des établissements publics locaux et qui fait la même chose pour les établissements publics locaux où on liste les différentes zones de risque et comment s'en préserver. Peut-être le petit outil dont je parlais, il s'appelle Probicité. Oui. Et il est aussi sur notre site. Tout ça est gratuit et en ligne et directement accessible. Surtout, n'hésitez pas. Les dispositifs d'alerte, peut-être... Alors, je sais, c'est une autre question. On va peut-être la poser à Pierre. Alors, je ne sais pas à quel moment la question a été posée, mais en tout cas, c'est ce... Je serais aussi, Isabelle, compléter. En fait, quand on parle de dispositifs d'alerte, il y en a plusieurs. Je pense qu'il faut d'abord dire qu'on parle des alertes ici d'atteinte à la probité. On ne parle pas des alertes relatives au comportement sexiste, et c'est aussi une obligation pour les collectivités de le mettre en place, avec un ou une référente alerte sexiste. Là, il s'agit de la protection du lanceur d'alerte et d'avoir un dispositif d'alerte qui est obligatoire pour toutes les collectivités, de recueillir sur un registre qui soit confidentiel et sécurisé les alertes que peuvent effectuer les fonctionnaires, les agents publics, voire les soumissionnaires, qui sont des alertes en lien avec les atteintes à la probité. Et il y a une obligation, effectivement, de recueillir ces alertes sur un registre, de nommer un référent alerte éthique, qui a un délai de 7 jours pour accuser réception, 3 mois pour traiter l'alerte. Et l'alerte, elle peut être traitée en interne à la collectivité ou en externe. En externe, c'est auprès d'une autorité, ça peut être auprès de l'Agence française anticorruption, auprès du défenseur des droits, pour voir quelles sont les suites qui pourront être données à l'alerte. Donc voilà ce qu'on appelle dispositif d'alerte éthique. D'accord. Isabelle, un complément ? Oui, donc
il y a des dispositifs d'alerte interne, au niveau des collectivités. Souvent, je crois qu'ils sont un peu comme les référents déontologues, ils peuvent être placés dans les centres de gestion. Pas forcément, mais en tout cas, il en faut. Donc, je vois quelque chose, à qui je le dis, et c'est ça. Et il faut que ça soit clair. Donc, sur le site web, j'ai une alerte, et puis, donc, que l'on sache que ce dispositif existe, puis qu'on sache aussi comment c'est traité. Parce que si vous voulez avoir confiance, il faut qu'on sache que il y aura de la confidentialité, quelquefois de l'anonymat, mais voilà. Et puis, celui de l'AFA, c'est un petit peu différent. C'est vraiment le dispositif d'alerte externe. Là aussi, c'est sur notre site et il est possible de nous envoyer des alertes. On vous guide, parce que l'année dernière, on en a reçu 2000, ce qui est beaucoup, mais dans les 2000, on n'a pu en utiliser que 200. Donc, on guide les auteurs des alertes pour nous donner des choses que nous allons pouvoir utiliser. Je précise que lorsque nous sommes saisis, nous répondons toujours. Merci de le préciser. Enfin, si on peut, parce que quelquefois, non, je précise parce que quelquefois c'est des alertes totalement anonymes, voilà. Donc dans ce cas-là, on ne peut pas répondre. Mais quand on peut, nous donnons toujours une suite et nous répondons. Merci. Pierre, une autre question pour vous. La nouvelle municipalité doit-elle délibérer pour désigner un référent ou la nomination de l'ancien maire reste valable ? Il faut délibérer pour désigner un référent déontologue. J'y vois deux intérêts. D'abord, d'avoir un rappel des élus sur ce dispositif. Et puis souvent, les délibérations prises de l'ancienne mandature peuvent devenir caduques. Donc je pense qu'il est très important de délibérer de nouveau pour, un, désigner un collège, désigner un référent déontologue, deux, expliquer le dispositif de saisine du référent déontologue. On peut désigner quelqu'un, mais si on ne sait pas comment on va le saisir, si on ne sait pas dans quelles conditions on va le saisir, et si on ne sait pas ce qu'il va faire, il n'y aura jamais de saisine. Donc c'est l'occasion peut-être aussi d'expliquer comment on le saisit, plutôt de manière dématérialisée, dans des conditions de confidentialité, dans des conditions de secret professionnel, et qu'il est là pour apporter un conseil utile. La définition qui est, ça a été dit depuis 2023, c'est apporter tout conseil utile aux élus. Donc c'est vraiment dans une dimension juridique, mais aussi dans une dimension pratique. Donc la loi ne l'oblige pas à redélibérer, mais c'est l'occasion de mettre le sujet sur la table. Oui. Une question très longue. Pouvez-vous me confirmer que dans le cas où un élu est président ou membre d'une association d'un autre organisme extérieur, il doit se déporter du vote en conseil communautaire de la subvention versée, peut-il toutefois être rapporteur ? Qui peut prendre le point ? Luc ? Pierre et Isabelle pourront compléter. Moi, je dirais que ça dépend du type de structure, parce que comme l'a dit Pierre, si c'est une association où l'élu représente la commune, là, ce sont les règles qui ont été évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il pourra voter, sauf s'il est rémunéré, il dispose d'un avantage particulier, et sauf si, effectivement, il y a attribution de marché public. Hormis ces exceptions, il peut voter dès lors qu'il n'y ait pas un tutu personné, mais en tant que représentant de la collectivité. Par contre, dans la situation où l'élu est adhérent à titre particulier, là, il faudra qu'il prenne le soin, effectivement, de ne pas participer au vote et au débat. Un point qu'on n'a pas abordé, on l'a un peu abordé tout à l'heure, c'est la sortie de salle. Vous savez que le Code général des collectivités territoriales a été modifié pour dire que, effectivement, le fait pour un élu de rester dans la salle, ce n'est plus une cause de nullité de la délibération. Attention, parce que pour l'instant, il n'y a que le Code général des collectivités territoriales qui a été modifié par le Code pénal. La jurisprudence sur le sortie de salle était plutôt pénale. Donc, en attendant une jurisprudence claire de la Cour de cassation, il reste quand même plus prudent en l'état actuel, à moins que vous vouliez faire jurisprudence, vous sacrifiez pour vos collègues, c'est tout à votre honneur, mais mieux vaut attendre une jurisprudence claire de la Cour de cassation et continuer pour l'instant à sortir de la salle. D'accord. Merci pour cette réponse. C'était la dernière question. Merci à tous les quatre d'avoir répondu. On arrive au terme, à grands pas de notre webinaire et on arrive aussi à la conclusion. Alors Luc, je commence avec vous pour la conclusion. Est-ce que le webinaire a répondu à l'ambition que vous aviez portée au départ ? Ça sera au public de répondre. Vous aurez un petit questionnaire de satisfaction. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à partager cet échange avec vous tous ici.
et à répondre aux questions de la salle. Et merci donc à vous de vous être déplacés et puis d'avoir contribué à la rédaction de ce guide au service des élus. Comme je le disais tout à l'heure, on peut très, très facilement franchir la ligne jaune sans s'en rendre compte. Donc c'est ce point sur lequel je veux insister. Il faut penser à se poser les bonnes questions le plus en amont possible pour éviter de se placer en porte-à-faux. Voilà. Et à ce titre, les élus ne sont pas seuls. Ils sont accompagnés. Il y a les associations départementales de maires qui ont des équipes solides, qui ont en plus derrière elles le soutien de l'Association Maires de France avec des juristes aguerris, on peut en témoigner. Donc il ne faut vraiment pas se priver de les solliciter. Il y a les supports de l'AFA qui sont très bien faits et qui sont disponibles en ligne. Il y a des MOOC, donc voilà. Vous avez le site de l'Observatoire en complément qui peut vous aider. Puis, petit clin d'œil à Pierre, on commet tous les deux avec Élise Intermeyer-Keléo une chronique de déontologie de la vie publique locale qui paraît tous les semestres à la semaine juridique. Donc là aussi, vous pouvez prendre appui dessus pour éviter de venir gonfler nos statistiques, s'il vous plaît. Merci. Ce sera fait, merci Luc. Je vais passer la parole aux autres intervenants, mais vous allez voir, je ne sais pas de quel côté de l'écran, un QR code qui vous permet justement de donner votre avis sur tout ce que vous avez entendu. Et pendant qu'il continue à s'afficher, comme ça vous avez toute l'attitude pour pouvoir le scanner, je vais continuer mon tour de table avec vous Isabelle. Un mot de conclusion pour conclure encore sur tout ce qui a été dit. Pour remercier mes copanélistes de ces échanges, je crois que c'était très, très complémentaire et qu'on passe tous le même message, qui est un message de prévention. Parce que c'est en fait un message de protection. Ce que l'on veut, c'est protéger les élus, protéger les agents, protéger les collectivités, protéger aussi l'image publique de la démocratie communale, parce qu'au fond, c'est ça qui est en jeu. Je l'ai dit en introduction, mais je crois que c'est vraiment important. On est dans une période où quelquefois les gens ne croient plus à grand-chose, et affirmer haut et fort que oui, on travaille collectivement et la probité, c'est important et on la respecte. C'était ce qu'on voulait insuffler aujourd'hui. J'espère qu'on y est parvenu. Redonner confiance aux institutions. Voilà. Élodie, on poursuit avec vous. Alors, je crois que j'ai déjà conclu un peu tôt. Que dire de plus? Je pense qu'en effet, on a un devoir d'exemplarité. Et il faut rendre ça aux élus, aux agents, se l'approprier. Il faut communiquer un maximum. Là, c'est notre rôle à nous de les accompagner sur toutes ces thématiques pour qu'ils puissent après inculquer, acculturer leurs administrés, les citoyens globalement. Donc merci à tous pour vos contributions. Elles sont précieuses. Merci Élodie. Pierre, le mot de la fin de la fin. Tout a été dit par tout le monde. Je dirais la prévention. La prévention qui est sans doute le moyen d'éviter à la fois de gonfler les statistiques, à la fois effectivement de gonfler les statistiques de l'Agence française anticorruption aussi. Et puis finalement c'est normal de découvrir un contexte juridique qui est parfois difficile, qui est parfois complexe. Le législateur n'écrit pas toujours des lois de manière simple. Donc prévenir, former, sensibiliser, ce sont un peu trois mots qui sont complémentaires et sur lesquels je crois on a tous insisté. Merci, et ça nous parle beaucoup à la SMAC, ce que vous venez de dire. On s'est nourri de votre expertise, on a beaucoup parlé des déjeuners. On arrive à l'heure et au terme de notre séquence. Et moi, je commence à avoir faim. Donc, je vous remercie bien fort pour votre attention, les questions pertinentes que vous avez posées. Soyez attentifs, regardez bien vos mails parce que vous allez recevoir à la fois les références et le replay. Et il me reste à vous dire à très bientôt, pourquoi pas pour un prochain webinaire de l'Observatoire. À très bientôt, au revoir.